Didier Schuller a décidé de rentrer en France dans les jours ou les semaines qui viennent. Un document dans un instant, l'ancien élu des Hauts-de-Seine qui, dit-il, ne veut plus porter le chapeau, nous accorde une interview de Saint-Domingue. Gaspillage et petits arrangements au quotidien, la Cour des comptes sort son rapport annuel, 300 millions de francs perdus à cause d'une dispute entre deux ministères ou encore les largesses excessives de la Fédération française de football. Mondialisation, la bataille des sommets, forum économique à New York, forum social à Porto Alegre, une ville gérée depuis 13 ans par les opposants au libéralisme. On verra si les résultats sont probants. Séparés par la guerre, ils se marient 57 ans après. Friedrich, l'Autrichien, et Betty, la Française, s'étaient rencontrés en 1943, mais la vie les avait éloignés. Ils se sont retrouvés devant le maire. Il est le seul à se revendiquer ouvertement du libéralisme en France. Alain Madelin, candidat à la présidentielle, et l'invité d'élection 2002, juste après ce journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, retour à San Francisco. Hier soir, nous évoquions cette alerte à l'aéroport après la détection d'explosifs sur les chaussures d'un passager. Tentative d'attentat ou pas, toujours pas de réponse officielle. Mais on évoque de plus en plus l'hypothèse d'un résidu qui n'aurait rien à voir finalement avec une action terroriste. Le passager en question, qui n'a toujours pas été retrouvé, ne sait peut-être même pas qu'il est recherché. À Washington, Étienne Lénart. D'une certaine manière, ce qui s'est passé hier à l'aéroport de San Francisco prouve au moins que la sécurité dans les aéroports américains est en voie d'amélioration. Que les employés chargés de contrôler les passagers aient détecté sur les chaussures d'un homme d'une quarantaine d'années des traces d'explosifs témoigne d'une belle conscience professionnelle, même si la nature de ces explosifs-là demeure à l'heure qu'il est un mystère. Les traces d'explosifs peuvent provenir de choses très différentes, de la poudre pour des feux d'artifice par exemple, ou même un médicament pour le cœur qui contiendrait du nitrate. Des milliers de personnes évacuées, des dizaines de vols retardés passent encore, mais que l'on ait rendu ses chaussures aux passagers et qu'il ait pu s'évanouir dans la nature avant même que l'on puisse vérifier son identité et examiner de plus près ses semelles, voilà qui ressemble à une belle bavure, même si l'homme en question est peut-être aussi victime que coupable. Cette personne ne sait probablement pas qu'elle a provoqué un tel chaos. C'était juste un businessman sans histoire. Bref, ce soir encore, quelque part aux États-Unis, se trouve toujours un dangereux terroriste ou un homme d'affaires qui ignore que ses mocassins ont traîné là où il ne fallait pas. En France, l'affaire Schuller, les événements s'accélèrent. Premier élément, la demande d'extradition française a été transmise à la République dominicaine. Second élément, l'ancien élu l'affirme dans une interview au journal Le Monde, il veut devancer l'appel et rentrer en France pour s'expliquer. Didier Schuller, qui est au cœur de plusieurs affaires sensibles, affirme qu'il ne veut plus porter le chapeau. Nous avons pu le contacter et nous l'entendrons dans un instant. Explication d'abord, Olivier Caroff. Pasqua Boy. Ce surnom, Didier Schuller l'avait gagné en 1994. Cet énarque ambitieux venait d'arracher à la gauche un siège au Conseil général des Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, après 7 ans d'exil, il annonce dans le journal Le Monde son prochain retour en France. Depuis son refuge sur l'île de Saint-Domingue, il commence à égrener des souvenirs compromettants pour ses anciens patrons. Premier visé, Charles Pasqua. Il avait confié à Didier Schuller la direction de l'office HLM des Hauts-de-Seine. Là, il y a eu des fausses factures, des commissions occultes versées par les entreprises. Selon Didier Schuller, ces sommes allaient dans les caisses du RPR national et dans celles de la Fédération des Hauts-de-Seine. C'est le juge Éric Alphen qui enquêtait sur cette affaire. Pour le stopper, Didier Schuller dit avoir reçu un ordre de Charles Pasqua, porter plainte contre le beau-père du juge, le docteur Maréchal, pour extorsion de fonds. Une tentative de manipulation très vite découverte, Didier Schuller prenait aussitôt la fuite. Un long silence interrompu par les révélations d'Antoine Schuller, son propre fils. Il dévoilait la cachette de son père. Didier Schuller a pu voir ces images. Il a aussi vu qui accompagnait son fils, le défenseur connu de plusieurs mouvements sectaires. Voilà, nous sommes en ligne avec Didier Schuller, quelque part en République dominicaine. D'abord, première question, Didier Schuller. Vous dites dans Le Monde, je rentre parce qu'il y a trop longtemps que je porte le chapeau. Je veux maintenant m'expliquer. Mais pourquoi plus aujourd'hui qu'à un autre moment durant ces 7 années où vous avez été loin de France? Écoutez, dans ce magnifique pays qu'est la République dominicaine, je suis libre de mes mouvements. Les autorités dominicaines ont répété depuis plusieurs jours que j'étais ici en situation parfaitement légale.
Je ne suis pas recherché par la justice dominicaine. J'ai un titre de résident depuis 1995 qui a été établi et renouvelé en 1998 sur ma véritable identité. Néanmoins, j'ai décidé de rentrer alors que personne ne m'y oblige et dans une période qui n'est pas facile puisque vous vous rappelez à quel point j'ai pu être victime en 1995 dans le contexte complètement fou de l'élection présidentielle en France de manipulation. Pourquoi est-ce que je rentre? Parce qu'il m'est arrivé ce qui peut arriver de pire peut-être dans la vie d'un homme, c'est-à-dire de s'apercevoir que son fils a été pris en main par des individus qui l'ont manipulé, que ces individus sont publiquement membres d'une secte, et que en plus ce sont des maîtres chanteurs, et je ne peux pas le laisser comme ça, et il faut absolument que je fasse quelque chose pour le tirer des griffes de ces gens-là. Mais ici, vous savez, on se demande s'il rentre juste avant la présidentielle, est-ce que ça ne va pas avoir une influence? Alors vous dites, je ne voudrais pas contribuer à la défaite de Jacques Chirac, mais en même temps vous dites sur les affaires des HLM par exemple, c'était pour le bénéfice du RPR, donc est-ce que de fait vous n'allez pas avoir un impact sur cette élection? Écoutez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit que vous ne voulez pas porter le chapeau. Je pense que ça fait 7 ans que je porte le chapeau, ça suffit comme ça. Pour donner une image, quand il y a un problème dans un avion, on peut mettre en cause la compagnie, on peut mettre parfois le pilote en cause. En tout cas, je pense qu'il est extrêmement rare qu'on s'attaque au chef de cabine. Eh bien moi, dans le problème des HLM de la région parisienne, j'étais un chef de cabine. Et alors, qui était la compagnie? Qui était le pilote? Écoutez, ça paraît clair, non? Vous dites aussi sur l'affaire qu'on a appelée Schuller-Maréchal, relative au juge Alphen et à son beau-père, vous dites j'ai obéi à des ordres. Oui, je m'en étais expliqué. Bien sûr que j'ai obéi à des ordres. On m'a demandé, ça n'est pas un mystère, de porter plainte contre le docteur Maréchal. Quand vous dites on, vous dites Charles Pasqua dans le journal Le Monde. Oui, Charles Pasqua. Charles Pasqua m'a demandé de porter plainte contre le docteur Maréchal. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur en rentrant en France d'être placé en détention? Est-ce que vous avez envisagé ça? Écoutez, les personnes qui, au sein de l'Office des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire le président de l'Office et le directeur général adjoint qui possédait la délégation de pouvoir en matière de marché public, ont été mis en examen et ont été laissés en liberté sans contrôle judiciaire. Pourquoi devrais-je subir un autre sort? Alors que je n'étais ni membre de la commission des marchés, ni délégataire d'aucune signature en matière de marché public. Vous dites je rentre, sitôt quelques affaires réglées, c'est la semaine prochaine, c'est dans 15 jours, c'est dans 2 mois? C'est très rapidement. Quelques jours. Très rapidement. Toute dernière chose, Didier Schuller, est-ce qu'avant ce retour, vous avez tenté de prendre des contacts avec la justice, avec certaines personnalités politiques pour tenter d'obtenir des garanties? Non, je fais confiance, je souhaite vraiment que la justice fasse preuve à mon égard de toute la sérénité qu'elle doit avoir et qu'elle me prouve que je me suis trompé lorsque je suis parti en 1995. Voilà, merci à Didier Schuller, entretien enregistré il y a 2 heures. Le rapport annuel de la Cour des comptes, 26 projets ou institutions épinglés cette année pour résultats insuffisants, dérives financières ou manque de transparence. Quelques perles dans ce nouveau millésime et notamment cet immeuble neuf mais resté vide en plein Paris pour cause de désaccords entre 2 administrations. Zindine Boudaoud, Patrick Voigt, José Boulestex. Un immeuble parisien abandonné par le ministère des Finances. Le bâtiment devait revenir au ministère de la Culture avec l'accord de 3 premiers ministres successifs. Mais les Finances engagent des travaux juste pour retarder l'échéance. Finalement, l'immeuble sera vendu au plus mauvais moment. Résultat, 30 millions d'euros de manque à gagner pour l'État. C'est effectivement un manque, à la fois une divergence profonde de vue entre 2 ministères et donc un manque de coordination. Un but en or qui rapporte beaucoup d'argent. Les exploits des Bleus remplissent les caisses de la fédération. Et heureusement, pensent les magistrats de la Cour des comptes, qui épinglent la gestion de la maison football et ses petits arrangements. Exemple, l'architecte retenu pour la rénovation du siège de la fédération est le propre gendre d'un dirigeant.
Mais la charge la plus sévère concerne les contrats passés avec le groupe Jean-Claude Darmon. Celui-ci détient l'exclusivité des droits relatifs à l'image de l'équipe de France. Il vend aux sponsors cette image et reverse une partie des fonds à la fédération. La Cour des comptes dénonce une absence de mise en concurrence. Je pense que la Cour des comptes a par définition des rapports qui sont toujours mauvais, ou très mauvais. Quand ils sont très mauvais, c'est du pénal. Là, il n'y a pas de pénal, donc c'est un rapport ridicule qui n'a pas de sens. La fédération a pourtant obtempéré, elle dit faire désormais jouer la concurrence. Les cartons rouges distribués par la Cour des comptes ne sont pas uniquement réservés au football. Les magistrats réclament à l'État des contrôles plus stricts dans les casinos. Le prélèvement des collectivités sur les jeux serait alors plus rentable. Carton rouge aussi au CNRS. La recherche scientifique serait trop archaïque. Le rapport annuel de la Cour des comptes recommande à l'État un contrôle plus rigoureux de ses administrations. La hausse du chômage, on en parlait dès hier. Elisabeth Guigou, ministre de l'Emploi, parle de mauvaises passes transitoires. Le RPR, par la voix de Jean-François Copé, dénonce, lui, une coïncidence troublante entre l'entrée en vigueur des 35 heures et la reprise du chômage. Fin de citation. Voilà pour les réactions politiques. D'un point de vue économique, maintenant, c'est un paradoxe qui n'est pas nouveau. On manque d'emplois dans certains secteurs, dans d'autres, on manque de bras. Exemple, les infirmières, faute de candidates. Le gouvernement vient même de décider d'offrir à 2000 chômeurs une formation rémunérée. Céline Crespi, Sophie Rodi. Des chômeurs qui pointent à la NPE, 25 000 postes d'infirmiers vacants. Le ministère de l'Emploi a donc décidé de financer la formation de 2000 chômeurs au métier d'infirmier. Seule condition, obtenir le concours d'entrée. Pendant 3 ans, les demandeurs d'emploi toucheront ainsi leurs indemnités, puis une aide à la formation prendra le relais. Des conditions alléchantes pour changer de métier, mais dans cette agence, devenir infirmier ne fait pas rêver. Je trouve que c'est un métier qui est très difficile, avec beaucoup de responsabilités et puis un salaire pas très attrayant quand même. Ça ne m'intéresse pas du tout, je n'ai pas du tout pris ce genre d'orientation. Je l'aurais fait si j'avais souhaité le faire à 20 ans, mais non. C'est pas du tout mon trip. Le dévouement, moi j'ai été auxiliaire de gériatrie, j'ai travaillé dans les hôpitaux, je sais ce que c'est. Elles aussi savent ce que c'est. Lauriane et Alexandra sont en dernière année d'école d'infirmière, un choix délibéré malgré l'image de la profession. Si elles reconnaissent que de nouveaux bras seraient les bienvenus, elles émettent tout de même quelques réserves. On a l'exemple de quelques personnes qui sont ce qu'on appelle promotion professionnelle, c'est-à-dire qui travaillaient à l'hôpital avant et qui ont passé le concours d'infirmier en formation interne. Et pour eux, c'est sûr, c'est très dur, c'est quand même retourner à l'école, c'est s'asseoir toute la journée à une table pour écouter un intervenant parler. Quand on n'est plus étudiant depuis plusieurs années, on n'a pas l'habitude de ça. Pour Lauriane et Alexandra, l'école se sera finie dans 6 mois. Pour les volontaires, le concours se passera en février en Ile-de-France et au mois de septembre dans les autres régions. À propos d'infirmières, manifestation en masse des agents hospitaliers un peu partout en France pour rouvrir le dossier des 35 heures à l'hôpital. Ils étaient plusieurs milliers à Marseille, mais aussi à Bordeaux ou encore ici à Paris, où des incidents assez vifs les ont opposés aux forces de l'ordre. Les CRS sont finalement chargés à la matraque. Il y aurait des blessés des deux côtés, dont 2 CRS assez grièvement blessés. La réunion au ministère, elle, n'a rien donné. Le mot d'ordre de grève est maintenu. En bref, un nouveau cas de méningite à Lyon. Un lycéen de 18 ans admis à l'hôpital hier est mort dans l'après-midi. Le grand écart de la mondialisation. D'un côté, le forum économique de Davos, qui a commencé aujourd'hui à New York. 3000 dirigeants politiques et économiques pour évoquer la marche du monde et des affaires. Les mesures de sécurité sont particulièrement drastiques et on signale déjà 7 arrestations de militants d'ACT UP. De l'autre, le forum social à Porto Alegre au Brésil, qui est en passe de devenir aussi important, sinon plus que le premier. 130 pays sont représentés. On a vu hier que la présence française y était particulièrement fournie. Il est question cette année de passer de la critique du système à une série de propositions. Alors justement, les bonnes intentions peuvent-elles trouver un débouché? Si ce sommet se tient à Porto Alegre, c'est que depuis 13 ans, cette ville est gérée par le Parti des travailleurs, qui se revendique de cette gauche alternative. L'utopie au pouvoir, quel est le résultat? Reportage Nathalie Moisan, Mathieu Drejoux. Ici, on a des offrandes qui ont été faites parce que le 2 février, ça va être le jour de Yemanja. Des offrandes à la déesse de la mer. Visiblement, les habitants se sont réappropriés les rives du lac. Comme le guide de la mairie de Porto Alegre le raconte fièrement à ses visiteurs, autrefois, les berges n'étaient qu'une décharge à ciel ouvert. Ce sont les habitants qui ont voté pour que la mairie réalise ici un jardin public.
Une certaine partie du budget de la ville qui fonctionne avec ce budget participatif va leur permettre de pouvoir actionner ces fonds et de pouvoir les utiliser pour ce qu'ils jugent prioritaire, ce qui a été le cas ici et ce qui a permis la réalisation et la récupération de toute cette zone. Dans ce pays très pollué, cette station d'épuration est aussi présentée comme une conquête citoyenne. En 10 ans, le pourcentage d'habitants raccordés au tout à l'égout a doublé. Préoccupations écologiques mais aussi sociales. Ici, c'est un centre d'accueil des sans-abri qui a été construit après une délibération publique. À 6 heures du matin, ils sont obligés de sortir, mais ils peuvent se baigner, il y a de la douche ici. Ici, c'est un secteur pour faire une évaluation de la santé. À l'origine de ces réalisations, une expérience de démocratie directe unique. Depuis l'accession au pouvoir du Parti des travailleurs, les habitants votent les budgets dans chaque quartier, comme ici. Ça a complètement transformé le visage de la cité, notamment dans les quartiers populaires. Une utopie en marche qui a fait de cette ville le modèle des antimondialisations. Pourtant, il reste du chemin pour réduire vraiment les inégalités dans ce pays où une simple route sépare souvent un bidonville des maisons cossues. Contribution de Jacques Chirac à ce débat sur la mondialisation, en déplacement ici à Provins, dont la cité médiévale vient d'être inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Il s'oppose, je cite, à une mondialisation laminoire des cultures. La France doit être fidèle à son histoire et à ses idéaux, a dit le chef de l'État, qui a aussi pris un traditionnel bain de foule, vous le voyez. Politique encore, la campagne de Christiane Taubira, candidate des radicaux de gauche. À Lyon, hier soir, elle s'en est prise à Jean-Pierre Chevènement, qui défend, dit-elle, une république figée. Pour moi, la République doit accepter le droit aux différences et être multiculturelle. Fin de citation. Fusillade à Vitry-sur-Seine cet après-midi. 2 hommes circulant à bord d'une voiture volée ont forcé un barrage et renversé l'un des gardiens. Les policiers ont fait usage de leurs armes. Les 2 hommes sont en fuite. À Créteil, au collège Pasteur, suite à l'explosion d'une bouteille, nous l'évoquions ces derniers jours, les enseignants ont déclenché une grève. Ils demandent notamment plus de surveillants et des clôtures plus hautes. L'affaire Patrice Allègre, maintenant, le tueur en série sera jugé le 11 février pour le meurtre et le viol de 5 femmes. Mais les enquêteurs pensent, vous le savez, qu'il pourrait avoir commis une vingtaine de crimes. Un témoignage inédit ce soir dans le magazine Envoyé spécial, celui de la jeune femme qui a permis son arrestation. Elle a été elle-même agressée par Patrice Allègre, mais grâce à son sang-froid, elle a eu la vie sauve. Philippe Visserias, Nathalie Gallet, Sébastien Maloiseau. Elle s'appelle Émilie. Elle a accepté de nous raconter le calvaire qu'elle a subi. C'était en 1997. Émilie vient juste de rencontrer Patrice Allègre dans une fête. Le soir même, ils vont ensemble en boîte de nuit, puis il la raccompagne en voiture. Sur le trajet, je me suis endormie et quand je me suis réveillée, il était en train de m'étrangler. Et là, j'ai essayé de me débattre comme je pouvais. Il m'a donné des coups de poing dans la figure. Je suis tombée dans les pommes et puis après, je me suis réveillée un moment. Il conduisait, j'avais plus mes affaires sur moi. Et là, je me suis dit, il va falloir que tu trouves les mots justes pour pas qu'il t'achève. Et je vous jure que j'ai vraiment cherché dans ma tête ce que j'allais pouvoir lui dire pour pas qu'il me tue, parce que je pense que lui, c'est ce qu'il pensait avoir fait, quoi, m'avoir tué. Puis au bout de quelques minutes, j'ai quand même réussi à sortir un mot de ma bouche. Je lui ai dit, calme-toi, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. On dira que je me suis fait agresser à la soirée par d'autres gens. Et là, il s'est arrêté, il s'est retourné, il s'est mis à pleurer. Et il m'a supplié de ne pas le dénoncer. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, tu tiens 10 ans de ma vie entre tes mains, ne dis rien. J'ai eu une chance inouïe, moi, ce soir-là. Alors pourquoi moi, pas les autres? Je sais pas. Soignée pendant 2 semaines à l'hôpital pour ses multiples fractures au visage, Émilie trouve la force de porter plainte. C'est grâce à son témoignage, en 1997, que Patrice Allègre est identifié pour la première fois comme un agresseur sexuel et un meurtrier en puissance. L'intégralité de cette enquête donc à suivre ce soir à partir de 21 h, Envoyé spécial.
En bref, la police française porte un nouveau coup dur à ETA. 6 membres présumés de l'organisation séparatiste basque ont été arrêtés dans la banlieue de Bordeaux et du matériel destiné à la fabrication d'explosifs a été saisi. Les enquêteurs pensent qu'il s'agissait d'une base arrière importante. Ils évoquent un commando en cours de constitution. À l'étranger, le Proche-Orient, Ariel Sharon, le Premier ministre israélien, n'avait jamais été aussi loin dans le choix des mots contre Yasser Arafat. Dans une interview au journal Maariv, il indique qu'il regrette de ne pas l'avoir éliminé en 1982 lorsque l'armée israélienne encerclait le chef de l'OLP à Beyrouth. L'Union européenne déplore et rejette cette déclaration. L'Afghanistan, qui sont les talibans de nationalité française. 2 d'entre eux, on en est sûr maintenant, sont retenus sur la base de Guantanamo, mais plusieurs autres Français ont été arrêtés. Information France 2, l'un d'entre eux s'appelle Nisa Sassi, c'est un enfant de la banlieue lyonnaise. Comment passe-t-on des bords du Rhône au djihad? Stéphane Breitner et Bruno Livertou ont retrouvé ses proches. C'était le temps des week-ends à Paris entre copains, le temps des vacances au soleil. C'était il y a 1 an et demi. Nizar Sassi, enfant des Minguettes, avait tout du jeune homme sans histoire. 23 ans, un casier judiciaire vierge, une vie paisible, Tour 69 chez ses parents. Le 21 juin dernier, il se prépare à rentrer au pays en Tunisie pour les vacances. Son frère ne se doute de rien. Il avait souvent l'habitude d'aller en Tunisie s'amuser. Et puis voilà quoi. Et puis après, normalement, il devait aller, soi-disant, en Arabie Saoudite, faire du Coran, apprendre la langue littéraire, apprendre le Coran. Et puis voilà quoi. Il m'a fait la bise, il m'a dit on se revoit en septembre. Et puis voilà. Pourtant, Nizar avait l'esprit de famille. Pour aider ses parents, il travaillait comme veilleur de nuit dans ce parking géré par la mairie. Son employeur n'avait pas hésité, de bonnes références et un comportement exemplaire. C'était quelqu'un qui se fondait dans la masse sans problème, quelqu'un de gentil, de posé, d'assez réservé, quelqu'un de calme. 8 mois avant son départ, Nizar s'était remis à faire la prière et fréquentait les mosquées de Vénissieux. Mais pour son frère, pas au point d'être l'un des possibles talibans français. On a peut-être dû lui dire qu'il allait juste apprendre le Coran, et en fait on m'a entraîné dans quelque chose dans lequel il ne maîtrisait pas. Depuis 2 jours, la famille attend de ses nouvelles, mais ce soir, personne ne sait si Nizar est prisonnier des Américains. Sur place en Afghanistan, rien n'est simple. Les combats entre factions rivales ont repris autour de la ville de Gardez. Il y a au moins 40 morts et l'armée officielle, entre guillemets, aurait enregistré de lourdes pertes face à un chef local. La guerre contre le terrorisme se déplace aux Philippines. Coup d'envoi des manœuvres américaines sur place en vue de combattre les rebelles musulmans d'Abu Sayyaf. Et puis le sort du journaliste américain Daniel Pearl, enlevé au Pakistan. Ses ravisseurs ont repoussé l'ultimatum de 24 heures. Les États-Unis ont rejeté aujourd'hui leurs revendications. Elles porteraient sur la libération des détenus de Guantanamo. Retour en France avec la mort annoncée d'un village ou plutôt d'un hameau. Faute de pouvoir protéger efficacement les habitants contre les inondations, il sera abandonné. 13 maisons détruites. Cela se passe à Saint-Père, en Seine-Maritime. Frédéric Vion, Guillaume Fautra. Certaines d'entre elles ont traversé le siècle, mais leur histoire va bientôt se terminer. Ces 13 maisons forment le hameau du Glu, un hameau qui dans 2 à 3 ans au plus aura totalement disparu. D'un côté, la rivière, l'Austrebert, qui périodiquement déborde. De l'autre, une colline qui concentre les eaux de ruissellement sur le hameau. Pour peu qu'un gros orage éclate, le Glu peut se transformer en ceci. Une zone dévastée par des torrents d'eau et de boue, un sinistre impossible à prévoir et qui surtout pouvait se reproduire à tout moment. La décision à prendre, puisque c'était la vie des personnes qui étaient en danger, c'était de racheter ces maisons pour les détruire. Ce rachat, les habitants aujourd'hui s'y résignent, la plupart l'avaient même demandé. Mais plus l'échéance approche, plus il leur paraît difficile de quitter l'endroit où ils ont bâti leur vie. Ce sera très dur, mais on veut tourner la page. Voilà. Est-ce que vous avez peur encore aujourd'hui ? Ah oui, ma femme surtout a énormément peur, elle ne vit pas dès qu'il pleut. Même moi, quand ça me dit plus rien de rester. Et on veut qu'on parte ici, on va partir, d'accord, mais qu'on nous donne un identique. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne vous propose pas assez pour avoir une maison identique ? Pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Selon les cas, les experts ont proposé un dédommagement de 300 000 à plus de 1 million de francs. Un bon prix pour une maison en zone inondable,
mais bien peu pour retrouver à se loger dans la région. Le mariage du siècle à Wappy en Moselle. Les mariés ne sont plus tout à fait jeunes, 76 ans, mais leur histoire est incroyable, celle d'un coup de foudre en 1943 pendant la guerre. Mais Friedrich est autrichien, Betty française. La guerre va donc les séparer. L'amour sera plus fort. Christine Boss, Sylvain Gauthier. Amoureux comme à 20 ans. On est heureux comme des poissons dans l'eau. Car malgré les 57 années écoulées, leur amour n'a pas pris une ride. En 1943, Betty et Friedrich ont 18 et 19 ans. Il est autrichien, elle est française. La guerre va les séparer. Elle se mariera sans avoir de ses nouvelles. C'était un amour de jeunesse qui était pur et beau. Et donc, un jour, c'est dans cette église que j'ai eu le déclic. J'ai demandé à mon petit-fils s'il pouvait me trouver l'adresse. J'ai immédiatement reconnu sa voix. Et lorsqu'elle m'a demandé « Avez-vous été prisonnier de guerre aux États-Unis » je lui ai répondu « Il me semble qu'il fut une époque où on se disait tu ». Quelques mois plus tard, ce sont les retrouvailles à l'aéroport de Vienne, comme au cinéma. On a fait comme la première fois. On s'est regardé, on s'est souri, et puis on est parti. Il a pris ma main comme on marchait quand on était jeune, c'est-à-dire les mains entrelacées. Depuis lors, Betty et son bel Autrichien ne se sont plus quittés. Il lui a passé la bague au doigt à l'église. Le paradis peut être partout. Il faut le chercher. Et je pense qu'on l'a trouvé. Tous nos voeux. À Menton, la traditionnelle fête du citron. À partir de samedi, plus de 130 tonnes d'agrumes pour décorer les chars. Mais la quasi-totalité vient d'Espagne. En fait, en France, les producteurs sont de plus en plus rares. Mais leurs citrons de plus en plus prisés. Voici le gardien de la tradition, François Mazet. 400 citronniers. Il fournit les plus grands chefs. Olivier Théron, Frédéric Serudi. 150 tonnes d'agrumes. C'est le poids de la fête du citron. Dernier préparatif sur les statues. Cette année, le thème, c'est Pinocchio. D'ailleurs, le voici qui parade, un tour d'échauffement avec le carnaval des enfants des écoles. Un avant-goût du corso qui débutera vraiment le 2 février prochain, avec bien sûr fanfare, majorette et groupe folklorique. Le citron, c'est l'or de Menton. Il y avait 50 000 citronniers avant les grands froids de 1956. Gel, maladie, pression immobilière, il reste 2 producteurs seulement aujourd'hui. Le plus on s'en occupe, le plus ils vous le rendent. Parce que ce sont des arbres très fragiles, puisque toute l'année, c'est le seul arbre qui est en montée de sève. C'est-à-dire qu'il produit toute l'année des petites fleurs, des petits fruits, jusqu'aux fruits de maturité. François Mazet, ancien pilote automobile, est tombé amoureux des citronniers. À force de patience et de soins, il est devenu le gardien de la tradition du citron de Menton, le fournisseur des grands chefs. Le citron de Menton possède de véritables atouts gustatifs. C'est un citron qui est plus gros qu'un citron normal. Il a une peau plus épaisse. Et si je fais un peu ça, je sens que c'est une qualité olfactive incroyable. Et si je l'ouvre, vous allez voir qu'au point de vue jus, il a autant de jus, pour pas dire plus de jus qu'un citron normal, et c'est un jus incomparable. Mais ce ne sont pas ces fruits qui orneront les chars de la fête du citron. Trop rares, ils seront remplacés par des citrons d'Espagne. L'opéra bouffe est-il encore moderne? Oui, répond Jérôme Savary qui met en scène à partir de demain la vie parisienne de Jacques Offenbach. Michel Srelovici, Dominique Bonnet, Alexandre Delaval. C'était l'époque des expositions universelles. Le monde entier venait s'encanailler dans la ville lumière. C'était le Paris de Napoléon III, celui de l'argent roi. Et Offenbach moque avec truculence toutes les institutions dont la plus sacrée d'entre elles, l'armée.
ces airs vous entrent dans la tête pour ne jamais vous quitter. Offenbach a écrit autant de tubes que les Beatles. Indémodable. C'est l'ivresse de toute une société parisienne que chante Offenbach. C'est tout le talent de Jérôme Savary de nous en restituer la saveur. Voici la manière la plus endiablée qui soit de traiter avec art de la satire. Oui, ça n'est pas moderne, c'est indémodable à partir donc du 1er février jusqu'au 27 avril. Sport, handball, la qualification pour les demi-finales du championnat d'Europe reste possible pour l'équipe de France qui a battu ce soir la Slovénie avec 15 buts d'écart, 36-21. Le sort de l'équipe de Jackson Richardson dépend maintenant du résultat du match de ce soir entre l'Allemagne et l'Islande. Si l'Allemagne s'impose, la France est qualifiée. Fin de cette édition, tout de suite donc élection 2002, Olivier Mazerolle et Gérard Leclerc avec Alain Madelin. Ensuite la météo, Patrice Drevet, point route, Valérie Maurice, 21h donc envoyé spécial, minuit 40, dernier journal Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin et à suivre particulièrement Françoise Laborde qui recevra aux 4 vérités Charles Pasqua. On attend sa réaction après les dernières déclarations de Didier Schuller. On se quitte avec des images des préparatifs du carnaval de Nice. Le coup d'envoi, si vous êtes là-bas, a lieu dans quelques secondes à lundi.